Bonjour, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Métamorphose lance enfin sa newsletter. Si vous avez envie de suivre les actualités du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir les ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement à la newsletter. Je vous l'envoie un mercredi sur 2. Il suffit pour s'abonner d'aller sur notre site internet www.metamorphosepodcast.com, de scroller jusqu'en bas de la page d'accueil. Vous avez un petit encart pour vous inscrire très facilement. Alors qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette newsletter ? Eh bien, j'y partage mes réflexions du moment. Je tire quelques cartes de mes oracles. Je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour vous mettre sur le chemin de la métamorphose. J'espère vraiment que cette newsletter vous plaira. En tout cas, elle a été écrite avec le cœur. Je vous remercie toujours infiniment de votre fidélité et vous souhaite par avance une très bonne lecture. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. « 280 millions de personnes touchées à travers le monde par la dépression, une personne sur 5 en France. Nous sommes toutes et tous susceptibles d'être frappés au cours de notre vie par cette maladie ou par le stress quotidien, l'anxiété. Et au-delà du cerveau et de l'âme, c'est le corps qui est impacté aussi par des troubles psychiques à travers parfois des troubles de la personnalité, des addictions, des traumatismes ou les phobies. Et la psychiatrie, parfois dévoyée, mal comprise, reste le parent pauvre de la médecine. Et c'est dommage, car c'est vite oublié toutes les évolutions des thérapies. Mon invité parle même de révolution. Psychiatre reconnu, ayant longtemps exercé avec passion à l'hôpital Sainte-Anne, surnommé Dr Feelgood, il publie un plaidoyer en faveur d'une approche sur mesure, adaptée aux besoins et aux problématiques du patient, puisant dans toutes les thérapies qui ont fait leurs preuves. Et surtout, il nous livre un fabuleux message qui me semble essentiel. Aime et vis pour guérir nos âmes blessées. Bonjour docteur David Gourion. Bonjour Anne Gasquière. Alors première question importante, comment allez-vous ? C'est une question que vous posez souvent à vos patients, alors je vous la pose à vous. Écoutez, d'abord merci pour votre invitation et cette très belle introduction. Moi, ça va plutôt bien. Je sors d'une longue journée de consultation avec des patients et je dois dire que c'est un métier assez incroyable. Moi, j'ai conscience du grand privilège. Alors, avec des yo-yo, avec un effet un peu montagne russe où à certains moments c'est extraordinaire, à d'autres moments c'est plus compliqué. Mais en tout cas, ça va, je vous remercie. Est-ce que c'est un premier pas vers la thérapie que de poser cette question vraiment un peu en conscience comme ça ? Oui, d'ailleurs, j'en parle dans l'ouvrage. Les gens ont une forme de réponse. Vous savez, il y a toujours la première réponse un peu polie. On nous a appris à répondre depuis l'enfant, mais ça va, merci, et vous. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est que ça interroge quelque chose de plus complexe. Et est-ce qu'on est prêt à livrer ça à notre interlocuteur ? Alors là, en l'occurrence, quand on est dans le bureau du psy, a priori, c'est un peu à l'ordre du jour. Et parfois, les patients me répondent... C'est intéressant, me répondent « Mais d'après vous, docteur, si je suis là, ça peut pas aller ?» Et d'autres fois, et là, ça me fait vraiment beaucoup de bien, me disent « Mais ça va très bien. » Ah, c'est bon ça à entendre aussi. Alors pourquoi ce nouveau livre ? C'est vrai que je vous avais reçu il n'y a pas si longtemps que ça pour un livre sur le stress, anti-stress, soigner l'anxiété et la déprime. Je redonne le numéro de l'épisode s'il y en a qui veulent nous réécouter, numéro 265. Et là, ce nouveau livre aux éditions Marabout, Guérir nos âmes blessées, la révolution des thérapies. Et vous expliquez dans votre introduction que ce sont un peu des oiseaux en faisant votre running au bord de la Seine qui vous ont soufflé finalement ce nouveau livre. C'est exactement ça. J'étais en train de courir en bord de Seine. Et puis j'ai eu ce sentiment comme ça. Vous savez, on a parfois des moments un peu. Moi, le sport un peu intense me fait cet effet-là, des moments comme ça un peu forts. Où je me suis dit, il y a vraiment encore des choses à dire, très importantes sur le domaine. Et puis, ce sentiment que vraiment, il y a eu des progrès immenses dans le domaine des thérapies, dans le domaine de la compréhension de la psychologie humaine et des soins. Vous avez insisté tout à l'heure sur l'importance de la santé mentale, qui est tout aussi importante que la santé physique. Et j'ai eu ce sentiment un peu d'urgence à transmettre
ces progrès incroyables et peut-être à essayer de donner de l'espoir aux personnes qui se sentent peut-être en difficulté parfois. Dans ce livre, vous parlez, et le titre, je l'ai rappelé à l'instant, Guérir nos âmes blessées. Qu'est-ce que l'âme pour vous ? J'ai trouvé aussi peut-être un peu étonnant, et finalement j'étais presque agréablement surprise de voir que vous employiez cette notion d'âme. On s'y attend peut-être moins pour un psy, on s'attend plus à entendre parler peut-être de l'esprit. Oui, de l'esprit ou du cerveau. Mais au fond, j'ai souvent entendu dire... venant de patients d'ailleurs, cette belle formulation, mais vous êtes médecin de l'âme. Parfois certains me disent, mais j'aurais aimé exercer ça. Souvent même des discussions avec des collègues, des confrères médecins d'autres spécialités, dire mais quelle belle spécialité la médecine de l'âme. Et au fond, pourquoi ne pas utiliser ce terme qui est si beau et qui je crois renvoie à quelque chose qui n'est pas nécessairement théiste, mais qui tient en compte, qui prend en considération le fait qu'on ne peut pas se réduire juste à un amas de cellules. Oui, c'est sûr. Alors c'est vrai que quand on revient sur ces grandes maladies dont j'ai parlé en introduction, la dépression, le stress, l'anxiété, etc., on est vraiment aujourd'hui dans des maladies qui sont en plein déploiement et en même temps, on est dans une situation où, je le disais aussi en intro, la psychiatrie peut être parfois un peu mal vue ou dévoyée, ou même les psys en général. Il y a comme une espèce de contradiction entre cette augmentation et puis finalement le fait que ça n'a pas toujours le vent en poupe. Vous avez raison, il y a un paradoxe. À la fois, les problématiques de santé mentale explosent et on en parle plus et c'est bien. Et vous y participez, donc merci. Et je pense qu'il y a vraiment aussi un vrai... ça devient beaucoup plus accessible. Aujourd'hui, les gens vont quand même beaucoup plus facilement chez le psy qu'il y a 10 ou 20 ans. Et de l'autre côté, il y a encore des tabous, il y a encore une forme de stigmatisation et de côté un peu obscur, un peu caché. On sait que les problèmes de dépression en particulier sont au premier rang des causes d'arrêt de travail. Et c'est rare que les gens osent dire la vérité, j'ai été arrêté pour une dépression. Alors, on utilise maintenant un peu le terme de burn-out, c'est peut-être plus simple à utiliser, comme si, au fond, il y avait une cause qui était liée au fait que je travaille trop, donc j'ai le droit de ne pas aller bien. J'espère quand même qu'on avance sur cette problématique-là de déstigmatisation des problématiques de santé mentale et que aujourd'hui, demain, les gens pourront se dire au même titre que quand j'ai mal au ventre, je vais voir un gastro, j'ai mal aux dents, je vais voir le dentiste. Et si je souffre psychiquement, je vais voir un psy et je me fais aider. C'est vrai que vous revenez évidemment longuement aussi sur les émotions qui maintenant sont vraiment prises en compte. On sait depuis finalement assez peu de temps que l'on ressent avant de penser, et là vous en reparlez également, et de ce lien corps-esprit finalement très important. Bien sûr, et de cette incarnation en fait. On ressent si vous regardez bien, le langage courant reprend beaucoup dans les expressions. J'ai une boule dans la gorge. Reprend beaucoup l'intégration des émotions dans le corps. Le corps et l'esprit sont le corps ou le corps et l'âme, comme on veut, sont totalement intrinsèquement liés. Et au fond, pourquoi séparer médecine du corps et médecine de l'esprit ou médecine de l'âme ? Les deux sont liés. Et d'ailleurs, je pense que c'est important pour un psychiatre d'avoir fait des études de médecine avant de se spécialiser dans la question de la santé mentale et des troubles psychiques, parce que un certain nombre de troubles psychiques ont aussi des origines physiques. Par exemple, les problèmes de thyroïde peuvent donner, et c'est très courant et très fréquent, des problèmes d'anxiété ou des problèmes de dépression. Donc, cette intrication, nous, on l'observe au quotidien, vraiment. On a l'impression aussi qu'aujourd'hui, on est plus à l'écoute de certaines typologies de personnalités, sans que ce soit forcément dans la pathologie, mais parfois ça peut aller jusque-là. Vous évoquez par exemple la sensitivité, qui est l'hypersensibilité relationnelle. C'est vrai que peut-être c'est des choses qu'on évoquait moins il y a 20 ans, ou peut-être même pas du tout. Oui, avec alors, cette question-là, elle est importante et elle est pas simple d'ailleurs, parce que beaucoup de gens se reconnaissent dans le vocable hypersensible, par exemple. Au même titre qu'il y a eu une sorte un peu de glamourisation du côté haut potentiel intellectuel, dans lequel il y a un côté un peu narcissisant. Tout le monde se reconnaît un petit peu dans ces problématiques-là. Et la question, elle est au fond, hypersensibilité, haut potentiel, etc.
on peut avoir ça ou fonctionner comme ça et ne pas souffrir. Et moi, ce qui m'intéresse, et c'est tout l'objet de ce livre et de la question des thérapies, c'est à partir de quand cette hypersensibilité peut devenir une source de souffrance pour moi et pour les autres. Si mon hypersensibilité, au fond, un outil, une force, et que j'en fais quelque chose qui me permet de m'épanouir, moi, ça me concerne finalement pas en tant que médecin. Mais si ça entraîne de la souffrance, et c'est le cas de la sensitivité, c'est-à-dire une sensibilité tellement exacerbée qu'elle va me rendre presque susceptible, presque même un peu parano parfois dans les relations, je me sens tout de suite agressé, un peu heurté, comme si une forme même peut-être parfois un peu de méfiance comme ça exacerbée, qu'on peut observer chez les gens qui par exemple ont vécu des facteurs traumatiques, quand chat échaudé craint l'eau froide, donc quand on a été victime, on a peur des gens. Là, ça peut être intéressant d'aller creuser, d'aller explorer, d'aller évaluer s'il n'y a pas aussi par exemple un trouble à personnalité borderline ou personnalité limite, comme on dit en France. Et donc je voulais aussi diffuser un peu ces concepts-là au travers de attention. Il y a une glamourisation de certains termes, mais parfois la souffrance est vraiment en rendez-vous et il faut une prise en charge adaptée. C'est vrai. Alors, vous passez en revue cette idée qu'on est soit dans le passé avec des regrets, ça fait le lit de la dépression, soit en fuite un peu dans un futur incertain et qui peut faire le lit de l'anxiété. Et finalement, vous nous rappelez que l'instant que l'on vit, c'est le présent, et d'où l'importance, évidemment, d'y revenir. Absolument, j'ai voulu proposer une sorte de conjugaison des émotions en disant finalement, je ne vais pas vous faire, ça n'aurait absolument aucun intérêt que je vous fasse le manuel de psychiatrie avec les symptômes et les classifications. Vraiment aucun intérêt dans ce type d'ouvrage-là. C'est pas, je pense pas à ce que le lecteur peut venir chercher, mais plutôt proposer une compréhension assez simple autour d'une conjugaison des émotions au passé. Vous l'avez dit, en effet, ce côté rumination, regret, nostalgie, qui peut conduire vers les eaux sombres de la dépression quand c'est trop exacerbé et trop présent. Et puis l'autre face qui est trop conjuguée au futur, être en permanence en train d'anticiper l'avenir et de formuler des prédictions un peu catastrophistes, un peu négatives. On retrouve beaucoup ça chez les patients anxieux. Et de voir, et puis je l'ai décliné sur d'autres modes aussi, on peut s'amuser, on peut jouer avec les conjugaisons. On sait que notre langue est riche dans ce domaine-là, et donc de proposer une forme de compréhension simple des émotions et des souffrances psychiques autour d'une conjugaison des émotions. C'est ça. C'est vrai que quand on parle de dépression, je fais le lien avec d'autres podcasts que j'ai pu réaliser sur la traversée de la nuit noire de l'âme. Certains thérapeutes, et qui ne sont pas forcément des psychiatres, disent que quand on est dans ce type de traversée, alors est-ce que c'est vraiment une dépression ? Est-ce que ce sont des crises existentielles ? Tout ça, finalement, ça reste... Parfois, les limites restent un petit peu floues en termes de contours. Et qu'il faut peut-être, dans certaines situations, plonger dedans, en fait, et que tant qu'on essaye de repousser finalement ça, alors c'est toute la question, plonger dedans, mais jusqu'à quel point, effectivement ? Oui, alors vous posez plusieurs questions complexes. Oui. Une première qui est, faut-il éviter ces émotions négatives ou au contraire s'y confronter ? Et s'y confronter, c'est parfois souffrir, mais c'est aussi parfois y faire face et chercher des solutions pour en sortir. Donc c'est pas forcément négatif, et parfois les stratégies d'évitement ne sont pas les meilleures. La stratégie de l'autruche n'est pas toujours la meilleure. Et puis vous posez aussi la question, et les deux se recoupent et se chevauchent, de la limite entre état de tristesse normal et vraie dépression. Bon, nous, on a des critères parce qu'on est bien obligé d'essayer de fixer des limites, même si ça n'est pas simple. Et peut-être, c'est important en 2 mots de redire, nous, on fixe des critères d'intensité. C'est pas juste se sentir triste, mais c'est aussi plein de symptômes en même temps, avoir du mal à ressentir le plaisir, se sentir fatigué tout le temps, mal dormir, avoir parfois des idées noires, etc. On fixe un critère de durée, il faut que ça dure au moins 15 jours, tous les jours, c'est pas je me suis senti pas bien pendant 3 jours, j'ai un coup de blues, c'est vraiment au moins 15 jours, et parfois ça peut durer des semaines, et voire des mois, voire des années chez certains. Et puis un troisième aspect, qui est un critère d'impact fonctionnel, c'est j'ai eu tout ça, mais parfois les gens vont vous dire je me sentais pas bien pendant cette période-là, mais j'arrivais quand même à travailler, à faire les choses, à faire mes courses, à m'occuper de chez moi, de ma famille, etc. Et le critère d'impact fonctionnel, c'est je n'arrive plus à gérer les choses, je n'arrive plus à fonctionner. Et c'est quand vous avez ces 3 critères, l'intensité, la durée, l'impact fonctionnel,
ça vaut vraiment la peine peut-être d'en parler à son médecin et de se faire aider. Alors voilà, c'est toute la question aussi de cet ouvrage, c'est « Suis-je prêt ou prête à me lancer dans un voyage intérieur à la fois sombre et lumineux ?» Vous parlez d'une danse au bord de l'abîme. Alors c'est vrai que cette phrase est quand même aussi très belle, hein, dans presque cet oxymore. Alors que la thérapie peut faire peur, que diriez-vous à celles et ceux qui nous écoutent, qui peut-être hésitent ? Et puis après, je vous poserai cette deuxième question aussi. On revient sur un paradoxe, qu'on n'a jamais eu peut-être autant envie, finalement aussi quelque part, d'aller en thérapie, mais on manque aussi de soignants, par ailleurs. Alors ça, c'est une autre question, on la met de côté pour le moment. J'ai tendance à ouvrir des fenêtres, hein, vous avez compris. Mon cerveau en arborescence. Mais vous faites bien, parce que notre cerveau fonctionne comme ça. Alors, je vais peut-être reprendre ce que vous avez dit sur cette danse au bord de l'abîme, qui est repris à Nietzsche. Moi, je suis un grand lecteur de Nietzsche, qui était probablement un des premiers grands psychologues qui a apporté tellement de concepts. Et en fait, quitte à faire hurler les philosophes, je vais en donner en tout cas ma compréhension à moi. Au fond, Nietzsche nous dit qu'on ne peut pas vivre la vie autrement que dans cette danse au bord de l'abîme. C'est-à-dire qu'au fond, vivre sa vie en restant en permanence dans sa zone de confort, ça n'est pas vivre. Il faut aller explorer quelque chose, il faut aller un peu aux confins de soi et parfois prendre des risques et parfois se brûler un peu les ailes. Et Dieu sait que Nietzsche, dans sa vie, l'a fait. Et d'ailleurs, je trouve qu'il explique un des plus beaux concepts de sa pensée. Et je le reprends d'ailleurs dans l'ouvrage. Mon ouvrage est vraiment très porté par la pensée de Nietzsche. Ce concept d'éternel retour qui est souvent mal compris, où on a l'impression qu'on va revivre à l'infini, que l'histoire va se répéter. C'est pas du tout ça ce que dit Nietzsche. En tout cas, ce que j'ai cru en comprendre, hein, je vais le dire avec modestie, parce que c'est dur de comprendre Nietzsche. C'est au fond, il faut vivre sa vie comme si chaque instant devait se répéter pour l'éternité et à l'infini. Et au final, ça pose la question qui est une question centrale dans les thérapies. C'est si je devais revivre cette situation, est-ce que je ferais pareil ou est-ce que je ferais autrement ? Et ça interroge sans arrêt sur, au fond, la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes de vivre réellement notre vie et d'imaginer que si on devait revivre ce même instant à l'infini, est-ce qu'on le vivrait ainsi ou est-ce qu'on le vivrait différemment ? Et je trouve que c'est extrêmement profond, extrêmement précieux comme pensée, et c'est vraiment au cœur des thérapies. Ouais, c'est à la fois d'une grande profondeur et d'une grande beauté, et puis très utile aussi. C'est vrai qu'on pourrait méditer là sur ce que vous venez de dire pendant pas mal de temps, hein, pour vraiment être à chaque instant presque en conscience de cette phrase-là. Ça en est presque même vertigineux, même positivement, hein. Oui. Je dirais cette pensée-là. D'ailleurs, pas si facile à appliquer, parce qu'au fond, Nietzsche le dit autrement, en disant « amor fati », hein, aime ta vie, aime ce que tu vis. Alors si demain j'ai un cancer, amor fati, c'est pas forcément simple à appliquer, mais en même temps, ce qu'il dit, il a infiniment raison. Il n'y a pas d'autre vie que celle-là. Donc, d'une certaine façon, il n'y a pas d'autre façon de vivre que d'aimer ce qu'on vit, même si on souffre. Et peut-être simplement d'essayer de penser, d'inventer quelque chose. La danser au bord de l'abîme, c'est de dire, peut-être qu'on n'a qu'un petit degré de liberté, mais il faut absolument l'utiliser. Évidemment, ça va de pair avec cette fameuse citation de « il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse », hein, que j'ai fait mienne aussi. Magnifique. Qui est vraiment cette citation de Nietzsche qui nous dit que tout est en nous, l'ordre et le désordre, en fait. Absolument. Et au fond, je pense que c'était vraiment un des premiers. D'ailleurs, il le disait lui-même. Hein, il disait de lui, je suis un psychologue et un attrapeur de rats, avec cette intelligence ironique qu'on peut toujours prendre au 2e, 3e, 4e degré. Mais en effet, il a été un des premiers, je pense vraiment un des grands premiers, et peut-être, Freud dit qu'il ne l'avait pas lu, mais moi je soupçonne quand même Freud de l'avoir lu, mais Nietzsche allait quand même débusquer, hein, d'une certaine façon, dans l'inconscient il le nommait pas comme ça, mais en tout cas, il allait interroger avec sa philosophie au marteau les croyances, les idoles vides, les constructions mentales, les a priori sociaux, notre tendance à répéter, à revivre un peu les mêmes choses sans interroger. Et au fond, la thérapie, je crois que c'est vraiment ça. Je crois que c'était un des premiers philosophes à penser la psychologie humaine en termes de il faut rompre. Il y a quelque chose de la rupture chez Nietzsche. À un moment donné, il faut rompre
quand il dit on passe dans l'existence, c'est dans Zarathustra, de la phase de chameau, puis lion, puis enfant, et chameau, on porte un peu le fardeau de ce qu'on nous a légué, de ce qu'on croit devoir faire, de nos obligations sans se poser de questions, de nos névroses, on pourrait dire aujourd'hui. Et puis, il y a une deuxième phase qui est cette phase du lion où à un moment donné, il y a une sorte de colère comme ça où il faut détruire, il faut poser tout. Enfin, c'est pas le poser, c'est se mettre en colère contre cette sorte de destinée qui nous écrase, pour arriver à cette troisième phase qui est la phase d'enfant, qui est je vois le monde avec les yeux d'un enfant ou les yeux d'un poète ou les yeux dans sa philosophie à lui du surhomme qui est le poète en réalité. Le surhomme c'est le poète, celui qui crée, qui est revoir le monde avec un œil neuf. C'est très beau tout ça. Alors ça pose aussi cette question, aller en thérapie et vous la posez, et j'étais vraiment très contente que vous la posiez, parce que c'est une question que finalement assez peu de personnes se posent. Quand on dit parfois on va en thérapie, les gens se disent « Ah bon, mais t'as des problèmes toi ?» Alors qu'on peut aller en thérapie, pas seulement pour se guérir, même si je pense qu'on a tous plus ou moins des blessures originales ou évidemment des névroses à explorer, mais aussi pour une quête, pour mieux se connaître. Absolument. Pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, pour mieux faire le chemin. Le chemin n'est pas simple, celui d'un être humain, et encore plus dans la société. Je dis encore plus, c'est vrai que notre société est complexe, je ne sais pas si c'était mieux au Moyen-Âge, j'en suis pas sûr. Mais en effet, ce chemin-là pose un grand nombre de questions existentielles. On vient d'aborder finalement la parenté entre philosophie et psychothérapie, mais il y a quelque chose de ça. Bien sûr, certaines thérapies sont des thérapies existentielles qui nous aident à vivre. Vous en avez beaucoup, vous, dans vos patients ? Beaucoup, oui. D'ailleurs, je pense que en réalité, bien souvent, le point d'entrée qui va être un problème actuel d'anxiété, de dépression, de symptômes, de difficultés, n'est qu'un point d'entrée, n'est qu'une porte d'entrée dans quelque chose de plus vaste. D'autres portes, vous faisiez allusion tout à l'heure aux portes de l'esprit qui s'ouvrent au fur et à mesure, et côté un peu comme ou poupée russe, on en ouvre une et puis on en trouve une autre à l'intérieur, puis encore une autre à l'intérieur, etc. à l'infini. Et on se rend compte bien souvent qu'au-delà du problème actuel que les personnes que l'on rencontre viennent viennent déposer d'une certaine façon, s'ouvre une multitude de questions et que parfois ces personnes ont besoin d'être accompagnées sur quelque chose de plus existentiel, oui. Quels seraient, et vous en parlez, les 4 principes à connaître avant de commencer une thérapie ? Et qu'est-ce qui fait finalement qu'une thérapie fonctionne, que c'est une bonne thérapie, on pourrait dire ? On parle de la bonne mère, on pourrait dire, est-ce qu'une bonne thérapie ? Oui, alors j'en ai mis 4, mais globalement, peut-être un premier élément, et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y a des données scientifiques vraiment intéressantes qui le valident, c'est que d'une certaine façon, tout se joue lors de la première séance. Enfin, je m'explique, pas forcément tout, mais quelque chose, en tout cas du mystère de la rencontre. Je crois que personne aujourd'hui ne peut modéliser, aucune intelligence artificielle ne peut modéliser le mystère de la rencontre, la singularité de la rencontre. Et que la première rencontre avec le thérapeute est un élément fondamental et assez déterminant. C'est un peu comme un coup de foudre, d'une certaine façon. Alors, parfois on ne sait pas bien, et je ne voudrais pas non plus faire un raccourci en disant si la première séance, vous n'avez pas été transporté avec le sentiment que c'était là que vous alliez vraiment pouvoir faire un travail et avancer, parfois on ne sait pas trop et ça vaut la peine de faire une 2e, 3e, 4e séance pour voir. Ou à l'inverse, si vraiment on s'est senti extrêmement mal à l'aise et qu'on a senti que c'était vraiment pas là, je crois qu'il faut se faire confiance. Et peut-être ce premier principe, c'est en effet quelque chose d'important, en tout cas, se joue et se noue sur la première séance. Et il faut être capable de le valider, de s'écouter et d'en tenir compte pour la suite. Je reviens aussi sur les autres points, sur il y a des bonnes thérapies. Les thérapies, c'est comme les médicaments. Il y a des effets bénéfiques, très bénéfiques potentiels, mais il peut aussi y avoir des effets secondaires. Et parfois, c'est pas le bon médicament, c'est pas le bon thérapeute ou c'est pas la bonne thérapie. Et puis quelque chose sur lequel je mets un peu en garde
le lecteur, c'est thérapie et relation d'emprise, parce que ça existe malheureusement. Et parfois, les personnes nous décrivent des relations avec leur thérapeute qui est une relation de trop grande dépendance, où quasiment le thérapeute est devenu une sorte de gourou qui va donner les indications de à quel moment est-ce que vous devez continuer ou terminer cette relation, à quel moment vous devez avoir un enfant, etc., etc. Et au fond, c'est jamais le rôle d'un thérapeute que de dire à la personne, ça n'est pas un gourou, hein, il n'est pas là pour dire ce que vous devez faire, à quel moment vous devez le faire. Il faut vraiment, au fond, le rôle du thérapeute, c'est de créer de la liberté. Et s'il devient une sorte de gourou ou de doudou dont on a besoin pour vivre en permanence et qui doit valider chaque petite décision, ça peut être un petit peu problématique. Et puis, bon, il y a beaucoup d'autres aspects que je développe autour de la façon dont le lien se noue entre le thérapeute et son... Je redis, il y a quelque chose quand même d'assez... je prends la métaphore, vous savez, de la recette de cuisine, en disant au fond, on peut toujours aller récupérer la recette de cuisine d'un grand chef et puis essayer de la refaire, mais parfois il manquera ce petit quelque chose, cette petite pincée d'épices secrète. Le petit twist. Exactement, le petit twist. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelque chose va s'allumer, que je vais sentir qu'un lien se crée et que cette personne-là peut vraiment m'aider, même la question de la confiance dans les liens, c'est pas simple. Évidemment, on peut aborder des aspects aussi plus complexes de ce qui peut se jouer en thérapie, du transfert, etc. Mais je crois vraiment aussi qu'il est important d'aller au-delà simplement de la technique. Certes, les techniques sont importantes, mais je montre et je cite aussi pas mal d'études à ce sujet qu'au-delà des techniques, les qualités d'empathie, l'engagement dans le lien, la motivation aussi de la personne qui vient en thérapie, parce que c'est un travail à deux, c'est pas juste le thérapeute qui va bosser, la personne qui vient aussi vient pour un travail. Je crois aussi la dimension de motivation est essentielle. D'ailleurs, on reparlera de thérapies type ACT, qui font partie un peu des nouvelles thérapies où il y a un engagement peut-être aussi plus fort de la part du thérapeute en termes de lien même affectif. Oui, absolument. Alors là, on parlait de l'emprise sectaire, vous les appelez, je trouvais ça très drôle, les dérapeutes. Donc oui. Ce sont des thérapeutes qui dérapent et c'était très important de le rappeler, surtout à l'heure du développement personnel, où on voit de plus en plus de coachs, etc. Et l'idée, c'est pas de jeter la pierre à telle ou telle profession, mais simplement de garder cette zone de vigilance de est-ce que je suis quand même avec la bonne personne qui me guide et qui ne prend pas des décisions à ma place, tout ce que vous avez souligné. Donc c'est important de le rappeler. Oui. Oui, absolument, et qu'au fond, les rôles de chacun soient clairement délimités. Moi, je vais jamais faire de coaching professionnel à un patient, parce que c'est pas mon domaine, je connais pas. Et quand les gens me demandent, je les oriente vers des, il y a d'excellents coachs et qui le font très bien. Et au même titre que je pense qu'un coach professionnel devrait rester sur son domaine professionnel, et quand il sent qu'il y a une problématique de santé mentale, réadresser vers un médecin ou vers un professionnel de santé mentale. Et je pense que parfois, parce que le terme psy est un terme générique, les gens ne s'y retrouvent pas, alors savent pas très bien faire la différence entre psychologue, psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste, s'y retrouvent pas très bien. Et donc là aussi, je voulais réexpliciter en France, je voulais un peu réexpliciter, remettre un petit peu de clarté dans ça, parce que je crois que c'est important que les gens sachent ce qu'on peut attendre de chaque professionnel et clarifier les rôles de chacun. Moi qui suis en Suisse et qui ai des amis psychiatres en Suisse, ils me disent que c'est très différent en fait entre la France et la Suisse au niveau justement de ce paysage un peu psy. Oui, alors on est un peu particulier nous dans notre pays, enfin en France. Je pense qu'en France... Je parle en tant que Française, pardon. En France, on a d'abord le titre de psychothérapeute n'est réglementé par la loi que depuis relativement récemment, depuis quelques années. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, n'importe qui, même sans aucune formation, pouvait s'installer, mettre une plaque psychothérapeute. C'était un titre non réglementé. Ce qui a donné lieu évidemment à des problèmes, à des abus, à des dérives et à des vrais... parce que des personnes allant avec des problématiques très très importantes se retrouvaient et faisaient pas du tout la différence et comprenaient pas et se disaient c'est psychothérapeute, peut-être qu'il est médecin ou psychologue. Donc heureusement, cette réglementation est apparue, mais il reste encore un certain flou et puis une grande hétérogénéité dans les formations des psychothérapeutes. Le psychiatre qui a fait médecine et s'est spécialisé peut être psychothérapeute. Le psychologue qui a fait une formation universitaire d'au moins 5 ou 6 ans, qui a fait de nombreux stages, etc., peut être psychothérapeute, mais il y a aussi des formations brèves et c'est pas du tout la même chose et les mêmes types de professionnels.
Alors vous dites aussi que tout repose quand même sur un bon diagnostic. Est-ce qu'on a suffisamment d'outils aujourd'hui pour établir des bons diagnostics ? Par exemple, on a du mal, vous le disiez tout à l'heure, à distinguer des personnalités, par exemple borderline, je crois, d'une personne avec des troubles bipolaires. C'est vrai que les frontières sont un peu floues pour cerner tout ça. Oui, vous avez raison, c'est une problématique vraiment, vraiment complexe parce que à la fois on est tenté par l'idée de dire on va pas mettre d'étiquette, les êtres humains, on n'est pas réductible à des diagnostics, jamais, une personne reste une personne. Et en même temps, en médecine, si vous voulez proposer une stratégie thérapeutique, que ce soit une psychothérapie, que ce soit de la stimulation magnétique transcrânienne, que ce soit éventuellement une médication ou autre, sans diagnostic, vous avancez un peu dans le flou. Donc on est toujours pris un peu dans cette problématique de ne pas réduire les gens à des diagnostics, et en même temps de dire à un moment, il faut être un peu scientifique, un peu précis, un peu rigoureux, sinon tout est dans tout, et on est impressionniste, et on n'avance pas. Et le problème des outils que nous avons, je ne rentrerai pas dans les débats techniques, mais les outils que nous avons sont aujourd'hui, même par les psychiatres et même par les scientifiques eux-mêmes, extrêmement critiqués pour leur manque de validité, c'est-à-dire la difficulté que nous avons à montrer qu'un même diagnostic va être validé par un autre spécialiste. On n'est parfois pas d'accord les uns avec les autres, et puis on manque d'outils. On est dans un domaine où on n'a pas une prise de sang encore pour l'instant, ou une imagerie comme moi je sais pas, votre cardiologue va vous faire un électrocardiogramme et va dire le diagnostic c'est ça, ou voilà, on n'a pas encore d'examen complémentaire qui nous permettent de confirmer ou d'infirmer un diagnostic comme dans d'autres spécialités médicales. Donc ça reste très clinique et donc très dépendant de l'expertise du clinicien, mais aussi, et ça a été montré, très dépendant aussi de son état émotionnel, de ses référentiels théoriques, de son ressenti vis-à-vis du patient ou de la patiente qu'il a en face de lui. Donc on est dans quelque chose qui est extrêmement complexe et subjectif, et pourtant on n'a que ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir proposer des stratégies. Donc on est quand même face à une vraie complexité, et j'essaie de montrer, d'expliquer un peu, j'espère l'avoir fait de façon très, très, la plus compréhensible, en tout cas pour les lecteurs, de montrer comment la recherche aujourd'hui essaye d'avancer, pour essayer d'avancer vers une compréhension plus fine et plus juste de ces diagnostics, sans réduire les personnes à des étiquettes. Alors, quelles sont un peu les grandes avancées au niveau scientifique, ou ce que vous voyez vraiment émerger d'assez nouveau et d'un peu révolutionnaire aujourd'hui ? Oui, alors, bon, on est quand même à une époque où les neurosciences ont fait un bond en avant absolument considérable au cours des 20 dernières années. L'imagerie cérébrale nous permet de comprendre infiniment mieux le fonctionnement du psychisme et du cerveau, même si pour l'instant on n'a pas encore toutes les pièces du puzzle. On a des pièces, mais pas toutes les pièces du puzzle. Et puis on l'a dit au début, le psychisme ne se réduit pas uniquement au cerveau, mais à d'autres choses beaucoup plus complexes. On pourrait aussi parler de la sociologie, de beaucoup d'éléments, des facteurs culturels. Mais en tout cas, les neurosciences ont permis quand même d'ouvrir une fenêtre de compréhension considérable. Et dans la foulée et dans la lignée des neurosciences, de nouvelles stratégies psychothérapiques, mais pas uniquement psychothérapiques. Je pense aussi à toutes les stratégies de neuromodulation, de neurostimulation cérébrale via de sortes de gros aimants. On parle de stimulation magnétique transcrânienne, ont permis aussi d'apporter des avancées thérapeutiques. On a fait des progrès aussi dans le champ des psychotropes. J'aborde aussi la question des psychédéliques, ou plus exactement de la redécouverte des effets thérapeutiques des psychédéliques, non pas en soi, mais lorsqu'ils sont couplés à des approches psychothérapiques, et c'est très sérieux, hein. On étudie ça dans des grands centres universitaires, que ce soit au King's College à Londres ou à Yale aux États-Unis. Il va y avoir des protocoles à Sainte-Anne, il y a des protocoles en Allemagne, pour essayer de voir comment, en administration unique ou simplement en 2 prises, des substances psychédéliques comme la psilocybine, extraite des champignons magiques, j'insiste, hein, c'est pas tout seul chez soi, en plus c'est des substances illicites en France, mais comment ces thérapeutiques-là, dans le cadre de protocoles médicaux extrêmement encadrés,
et couplés à des psychothérapies très spécifiques, peuvent permettre d'obtenir des rémissions chez des patients qui parfois ont prise à des états de stress post-traumatique terribles ou à des dépressions sévères, résistantes, peuvent parfois bénéficier d'avancées thérapeutiques. Il y a vraiment un champ révolutionnaire dans ce domaine. Donc il y a beaucoup de choses en fait, neurosciences, neurostimulation, neuromodulation, apport, recherche sur les psychédéliques. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de pistes et beaucoup de raisons d'espérer pour l'avenir, mais aussi des raisons d'espérer pour le présent, parce que je redis, les psychothérapies se sont énormément développées. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire vraiment une médecine personnalisée. On va trouver le bon outil ou les bons outils pour la bonne personne et de faire vraiment du sur-mesure et de les combiner entre eux. Ce qui est intéressant, alors pour parler un peu des psychédéliques, parce que ça venait plus tard, comme ça vient plus tard dans votre livre, dans l'interview, mais puisqu'on y est, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a vraiment ce phénomène. Alors vous avez parlé de la MDMA, la psilocybine, kétamine, on peut en citer plusieurs, évidemment, vous l'avez rappelé, dans un cadre légal. Et ce qui est assez intéressant, pour les addictions aussi, je ne sais pas si vous l'avez mentionné, il y a visiblement de bons résultats aussi au niveau des problèmes d'addiction. Hein. Oui, des résultats assez spectaculaires. Hein. Il y a une étude très récente qui vient d'être publiée dans le JAMA Psychiatrie, qui est vraiment une des revues les plus prestigieuses, qui montre que pour des personnes souffrant d'alcoolodépendance, d'alcoolisme assez chronique, assez sévère, l'utilisation de psychédéliques juste en 2 prises, c'est pas à prendre ça au quotidien comme un médicament, c'est juste 2 prises encadrées dans le cadre d'une psychothérapie un peu spécifique, donner des taux de rémission de proche de 50%, ce qu'on n'obtient pas actuellement en médecine, 50% de rémission pour des problématiques d'alcoolodépendance chronique. Donc on est vraiment à l'aube, non pas d'une découverte, mais d'une redécouverte, parce que finalement ces substances-là existent depuis très longtemps, ont été utilisées au cours de rituels chamaniques, de choses comme ça, mais on est en train de redécouvrir que ces substances dont on connaît encore imparfaitement les mécanismes d'action pourraient être des leviers thérapeutiques, mais je redis, dans un cadre vraiment extrêmement médicalisé, surveillé. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et on redoute d'ailleurs un peu ça quand on en parle. On a toujours un peu cette crainte de dire si on dit ça, les gens vont se dire c'est simple, il suffit que je prenne ça tout seul chez moi. Non, pas du tout. C'est vraiment dans un cadre médical, surveillé et accompagné avec la bonne psychothérapie. Mais en effet, on a des données préliminaires qui sont assez stupéfiantes, sans mauvais jeu de mots. Oui, c'est ça. Justement, les psychotropes avaient été utilisés comme le LSD, je pense aux expériences de Stan Grof, etc., déjà dans les années, 70, peut-être 80. Absolument, dans les années 50, 60, jusque dans les années 70. Même avant. Au Canada en particulier, il y a eu beaucoup d'études sur l'utilisation du LSD chez les alcooliques. Une partie du programme, d'ailleurs, des alcooliques anonymes a été basée sur vous savez, il y a une dimension un peu mystique, un peu... qui était inspirée de Jung, d'ailleurs. Exactement, mais a été aussi basée, l'un des fondateurs avait utilisé le LSD. Donc, il y a eu des travaux qui ont été réalisés, mais il faut bien voir que les psychédéliques dans les années 60-70 ont été très embarqués par le mouvement de la contre-culture américaine, à une période où il y avait la guerre au Vietnam et où il fallait, d'une certaine façon, aussi revendiquer ça. Et il y a eu aussi des drames, des faits divers, des gens qui ont pris sans aucune surveillance médicale des substances et il y a eu des drames. Et Nixon a très vite refermé la porte de ça en disant très bien les recherches, mais vous ne nous intéressez pas. On sait quand même que tout ça, c'est la porte ouverte vers la contre-culture et vers refuser à ce moment-là, lui, il voulait quand même que la guerre au Vietnam ne s'arrête pas. Et donc la porte a été refermée. Il y a une interdiction dans la plupart des pays du monde. Et on veut surtout pas aujourd'hui qu'en allant trop vite ou en faisant de la mauvaise recherche, on veut évidemment surtout éviter qu'il n'y ait pas de drame individuel, mais on voudrait surtout éviter que ne se referme cette porte-là. Bien sûr. Ce qui est quand même stupéfiant, pour reprendre votre jeu de mots, c'est que effectivement, dans le mécanisme des alcooliques anonymes que j'ai découvert en faisant un podcast sur le sujet, il y a vraiment cette idée de dissolution de l'ego, qui et vous le dites, qui bouleverse finalement les croyances internes négatives sur soi, et qui est finalement, en réalité, une sorte de phénomène que vivent peut-être les mystiques ou que les gens peuvent décrire dans des situations d'éveil, et qui là serait provoqué par des substances, mais finalement que certaines personnes peuvent vivre tout simplement, même en écoutant une belle musique ou en marchant dans la forêt.
Absolument, vous avez parfaitement raison. C'est un peu le principe du sentiment d'extase qui a été très bien décrit. Alors il y a des extases religieuses, il y a des extases artistiques, il y a des extases amoureuses. On pense au syndrome de Stendhal aussi. Mais ce qui est probablement intéressant dans le processus, c'est que lorsque les gens vont utiliser les psychédéliques sur une prise unique, et donc pendant 2-3 heures vont expérimenter quelque chose d'une extase, d'un sentiment vraiment de fusion avec quelque chose, il va y avoir en effet ce processus de dissolution de l'ego qui est probablement un ingrédient thérapeutique majeur, parce que, d'abord, bien sûr, au bout de 3-4 heures, l'expérience est terminée, mais les gens se souviennent d'avoir expérimenté un sentiment comme ça un peu océanique, où d'un seul coup, tout ce qui était le jugement sur soi, le jugement sur les autres, les mécanismes de comparaison, tous ces référentiels qui sont très relatifs aux problématiques narcissiques, d'ego, etc., ont disparu pendant quelques heures. Et quand on se souvient, quand les patients disent « je me souviens d'avoir eu ce sentiment incroyable », que toutes ces problématiques-là, en réalité, n'avaient aucune importance, n'avaient aucun sens, ça m'a aidé à surmonter ma problématique de dépression, ma problématique d'addiction sur le moment, mais aussi sur la durée, parce que je garde le souvenir de l'expérience, de quelque chose que je n'avais jamais vécu, et d'une sorte d'ouverture sur quelque chose d'autre. Même des gens non-croyants, totalement athées, vont dire « je garde le souvenir d'une expérience spirituelle d'une intensité telle qu'elle a ouvert quelque chose, d'une fenêtre sur autre chose, et j'ai compris que tout ça n'avait pas grande importance, et ça m'aide à prendre de la distance vis-à-vis de ces schémas dans lesquels je suis un peu prisonnier quand je vais mal. Vraiment passionnant. Alors c'est vrai qu'on parlait des avancées de la recherche sur le cerveau, et vous parlez aussi notamment du fameux réseau du mode par défaut, le RMD. Oui. Ça, c'est très intéressant, c'est assez nouveau, j'imagine aussi quand même. Comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi joue-t-il un rôle de premier ordre ? Alors c'est une découverte fortuite, comme souvent en médecine, et là en l'occurrence en neurosciences, qui était qu'on pensait que quand on met les gens dans l'IRM et qu'on leur demande rien de particulier, il se passe pas grand-chose dans le cerveau. Et en fait, un chercheur qui était là le soir et qui regardait ce qui se passait est tombé par hasard sur une activité extrêmement particulière, singulière et très synchrone dans le cerveau, et finalement a décrit avec d'autres le fait que même quand on ne produit pas une tâche mentale particulière, qu'on n'est pas en train de calculer, de réfléchir, de mettre en place une stratégie, eh bien, il y a une activité extrêmement intense dans le cerveau. Et que cette activité extrêmement intense, par défaut, d'une certaine façon, le réseau du mode par défaut, est aussi le réseau de l'introspection. C'est aussi ce même réseau neuronal qui nous permet de voyager dans le temps, de penser à notre passé, à nos souvenirs, d'évoquer des souvenirs, mais aussi de penser à nos prochaines vacances, donc de voyager dans le passé ou dans le futur, mais qui nous permet aussi, et ce qui est assez passionnant avec ce réseau du mode par défaut, je parlais tout à l'heure de l'ego et de tout ce... Nous, on parle de pensée autoréférentielle, c'est-à-dire la conscience de soi. C'est aussi ce réseau-là qui s'active quand on est sur le mode de l'auto-évaluation et de la comparaison avec les autres. Et ce qui est assez fascinant, c'est que ce réseau du mode par défaut, qui fonctionne un peu en arrière-fond comme ça, comme un logiciel dont on n'aurait pas conscience, mais qui serait en permanence en train de tourner, est très impliqué dans un certain nombre de troubles, en particulier les problèmes d'anxiété avec les ruminations. On sait que les personnes anxieuses, on rumine tous, mais les personnes anxieuses ont plus que les autres tendance à ruminer douloureusement. On sait que les personnes déprimées aussi ont beaucoup de ruminations douloureuses sur le passé. Eh bien, on a pu montrer que ce réseau du mode par défaut joue un rôle et est suractivé dans un certain nombre de troubles. Et ce qui est assez fascinant, c'est que les psychédéliques dont on parlait juste avant vont bouleverser ce réseau du mode par défaut, vont entraîner une sorte d'hyperconnectivité neuronale. D'un seul coup, on va se mettre à connecter des tas de choses et à faire des liens, comme dans une sorte de thérapie accélérée qui irait à toute vitesse. On va faire des liens incroyables dans différentes choses. Et en même temps, le réseau du mode par défaut est éteint pendant quelques heures, comme une boule à neige qu'on aurait remuée. Et en fait, pour donner une métaphore du réseau du mode par défaut, si vous allez skier, vous savez qu'au fur et à mesure de la journée de ski, sur les pistes, les gens suivent toujours un peu les mêmes traces. Elles sont un peu tracées et
comme si on allait toujours un peu sur les mêmes pistes. Et au fond, notre cerveau fonctionne comme ça. Il crée des sortes de réseaux neuronaux qu'on emprunte en permanence et sur lesquels on revient, des sortes d'automatismes mentaux. C'est un peu ça le réseau du mode par défaut. Et du coup, on est un peu prisonnier. Ça nous aide à aller vite. C'est pratique que la piste soit balisée. Mais en même temps, c'est toujours la même piste et on revient toujours un peu sur nos traces. Et là, le bouleversement, le côté boule à neige, c'est comme si on effaçait toutes les pistes, comme si la neige était tombée et que c'était totalement immaculé et qu'on pouvait créer vraiment de nouvelles voies. Et c'est probablement ça ce que les psychédéliques peuvent aider sur ces thérapies un peu accélérées, un peu potentialisées par les psychédéliques, c'est le fait qu'on fasse table rase, une sorte de reset cérébrale comme ça, et qu'on peut repartir un peu à zéro sur créer de nouvelles perspectives pour la personne. Je ne sais pas si mon explication est compréhensible, mais c'est un peu ça qui se passe. C'est au fond modifier ce réseau du mode par défaut, c'est se donner la possibilité pendant quelques heures de changer complètement de registre et de paradigme. Oui, d'ailleurs, quand on dit on tourne en boucle, c'est exactement ça. On est sur cette même autoroute neuronale. Quand on parle aussi de think out of the box, sortir de sa zone de confort, c'est bien qu'on essaye de dire, dans l'inconscient populaire, de faire ce que vous venez d'expliquer, ce que peuvent permettre ces thérapies-là. C'est exactement ça. Et évidemment, alors il n'y a pas que les psychédéliques qui font ça. On sait que, vous l'avez dit tout à l'heure, certaines expériences peuvent le faire. On sait que la méditation en pleine conscience, chez les pratiquants entraînés régulièrement, peut aussi entraîner ces modifications du réseau du mode par défaut. On sait que l'activité sportive assez intense et régulière peut le modifier. Donc, il y a différents outils qui permettent d'accéder à ça. Et évidemment, les thérapies aussi peuvent nous aider à sortir de ces voies toutes tracées dans lesquelles on a tendance à ruminer et à tourner en boucle. Moi, je me pose quand même une question à titre personnel, mais je ne suis pas du tout une experte de ce sujet au niveau scientifique. C'est que les thérapies accélérées, que ce soit à travers des expériences de transe diverses et variées, à travers des psychédéliques, même dans un cadre médical, ou des expériences plutôt type chamanique, quelles qu'elles soient, avec des chants, un tambour, etc., est-ce que parfois elles peuvent aussi provoquer des sortes de levées de trauma comme elles sont en accéléré, alors que le cerveau est quand même bien fait? S'il a mis sous le couvert, sous le boisseau, c'est qu'il n'est pas forcément prêt à le révéler. C'est une excellente question. Et c'est la vraie question, et d'où l'importance du cadre dans lequel c'est réalisé, d'un cadre médical extrêmement surveillé et extrêmement encadré. Parce qu'en effet, si ça tourne mal, parce que bad trip, ou parce que la personne révèle un traumatisme oublié, extrêmement douloureux, et qu'il n'y a pas à ce moment-là un cadre thérapeutique suffisamment compétent et suffisamment structuré et suffisamment contenant, si j'ose dire, eh bien les choses peuvent extrêmement mal tourner. D'où l'importance de ça. Et puis, ces approches-là ne sont pas bonnes pour tout un chacun. Il y a un timing, parfois c'est le bon moment, parfois c'est pas le bon moment, et peuvent être complémentaires avec d'autres approches. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu montrer, je ne crois pas qu'il y ait une sorte de thérapie magique, de recette de cuisine qui marcherait pour tout un chacun et de façon absolument universelle. Pas plus qu'il y aurait une sorte de panacée ou de médicament, et on dirait il n'y a que l'aspirine, et il n'y a que l'aspirine qui marche pour tout le monde. Et Bien c'est sûr. Pour ça que je voulais, non pas faire un catalogue, ça n'a pas d'intérêt, mais plutôt montrer la diversité des thérapies, des différentes approches actuelles, pour montrer que on peut vraiment essayer de faire une approche très individualisée. Vous savez, aujourd'hui, on parle de médecine personnalisée, psychiatrie de précision, de dire en fait, quelle est la bonne thérapie pour la bonne personne au bon moment dans sa vie. Il n'y a pas de recette qui irait à tout le monde. C'est vraiment, vraiment très pointu et du sur-mesure. Et c'est, je pense, aussi très important que les professionnels de santé mentale et les thérapeutes soient formés, ou en tout cas aient une information, une sensibilisation aux autres formes et à la diversité des thérapies validées, parce que des thérapies, il y en a des centaines et des centaines, donc je parle de thérapies validées, celles qui ont quand même montré une efficacité au travers d'outils, d'essais scientifiques, parce que je pense que cette diversité-là, elle est vraiment porteuse d'espoir. Et je méfie toujours un peu des thérapeutes qui survendent d'une certaine façon un peu leur technique comme étant la seule valable, valide, au détriment de toutes les autres. Moi, dans ce livre, je ne descends aucune approche thérapeutique à partir du moment où je redis où elles sont validées scientifiquement, parce que je pense qu'elles sont complémentaires les unes des autres, et que parfois, il faut trouver le bon assemblage, la bonne thérapie au bon moment, ou le bon assemblage d'outils thérapeutiques pour la bonne personne.
Oui, mais vous êtes à la fine pointe de cette pensée-là, et c'est vrai qu'il y a encore, je trouve, j'ai le sentiment, peu de soignants qui ont effectivement, il y en a évidemment, hein, mais qui ont cette vision quand même assez intégrale et qui militent pour une forme de biodiversité finalement des approches, puisqu'on parle beaucoup de biodiversité du vivant, mais finalement on peut l'appliquer à tous les domaines. Et j'aimerais qu'on parle peut-être de quelques-unes qui sont avérées, enfin en tout cas éprouvées aussi scientifiquement, ce que vous disiez, des outils. On pense à l'EMDR, cher à David Servan-Schreiber, qui n'est plus de ce monde, mais qui avait fait venir quand même quelque part l'EMDR en France. On parle aussi de... J'aimerais bien que vous parliez... Alors l'EMDR, peut-être en 2 mots, mais je crois qu'on en avait déjà parlé dans le podcast précédent, c'est peut-être plus connu, peut-être de parler aussi de certaines qui sont un petit peu moins connues encore aujourd'hui. Oui. Comme l'ICV ou ACT, dont on a déjà évoqué le nom tout à l'heure. Oui, d'ailleurs, je reprends des histoires vraies de patients en montrant comment ces différents outils, ces différentes thérapies peuvent, pour un même patient, permettre... parfois, une thérapie va permettre une avancée décisive, mais pas une rémission complète. Le terme guérison est un terme fort, mais je crois que parfois on peut vraiment l'utiliser. Rémission complète durable, on a des patients, et ce qui, moi, je trouvais nouveau par rapport à ce qu'on faisait il y a 10, 15 ou 20 ans, qu'on peut estimer être vraiment dans une telle amélioration, dans un tel rétablissement qu'on peut parler de guérison. Et ces différents outils, c'est pas pour... Je redis, l'idée, c'est pas de faire la promotion de l'un ou de l'autre, c'est de montrer comment, même pour une même personne, ils peuvent se combiner, s'assembler. Alors le MDR, et vous faites bien de rappeler et de faire honneur à la mémoire de David Servan-Schreiber, qui a vraiment rendu un immense service en aidant à la diffusion de cette approche-là, qui était une découverte fortuite d'une psychologue américaine qui s'est rendue compte qui allait très mal, qui avait un cancer, et qui s'est rendue compte que quand elle suivait les vols d'oiseaux dans le parc dans lequel elle était à une certaine fréquence, et bien d'un seul coup, alors même qu'elle pensait à ses difficultés, les choses allaient mieux. Il y avait une sorte d'intégration comme ça, et donc on a redéveloppé sur la base de mouvements oculaires ou d'autres techniques la possibilité d'intégrer des souvenirs traumatiques et de les faire d'une certaine façon, s'il fallait le dire vite, transiter d'une sorte de mémoire traumatique douloureuse vers une mémoire autobiographique normale, apaisée, dans laquelle je peux évoquer le souvenir sans qu'il soit trop douloureux. Et on a réappliqué avec beaucoup de succès cette approche-là aux personnes ayant vécu des facteurs traumatiques, des accidents de voiture, des drames, des agressions physiques, sexuelles, etc. Mais on s'est rendu compte aussi des limites de l'EMDR. Le MDR marche très bien sur un ou quelques facteurs traumatiques sur lesquels le souvenir peut être traité, mais quand vous avez vécu, par exemple, un facteur traumatique répété pendant 15 ou 20 ans de votre vie parce que vous étiez dans une relation maltraitante avec un conjoint qui vous battait au quotidien ou qui vous maltraitait ou qui vous violait au quotidien, ça va être compliqué, le MDR, de réappliquer cette technique-là sur chacun des souvenirs traumatiques. Et donc, c'est intéressant de montrer que d'autres approches, vous avez nommé l'ICV, qui est l'intégration du cycle de vie, qui est vraiment une technique assez passionnante, peut-être si je peux en dire 2 mots, si vous m'autorisez. Ah oui, allez-y, parce que moi je l'ai expérimenté en tant que patiente et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. C'est extraordinaire, alors je vous en prie. Extraordinaire cette approche. Moi, la première fois qu'on m'en a parlé, je me suis dit c'est quand même drôle, l'intégration du cycle de vie, ça fait quand même un peu bizarre, ça doit être encore une nouvelle thérapie un peu à la noix. Et en fait non, c'est vraiment une approche absolument formidable. Là encore une invention fortuite, on parle souvent de sérendipité en médecine, qui est cette capacité d'observer à partir d'un fait empirique un peu au hasard, d'une pédiatre, si ma mémoire est bonne, une femme d'une 50aine d'années qui était en thérapie avec sa psychologue américaine, là encore, et à un moment donné, elle évoque des souvenirs traumatiques de son enfance. Elle se dissocie, elle switch, un peu comme dans les personnalités multiples, elle switch vers un état d'elle-même, un état du moi très différent, dans lequel elle a une petite voix de petite fille de 7 ans, et la thérapeute a l'intelligence de se rendre compte que, elle a switché vers un état dissocié de conscience, mais que 2, elle ne va pas pouvoir la ramener dans le réel tout de suite, en lui faisant passer de ses 7 ans le trauma dans lequel elle est, jusqu'à ses 50 ans, l'âge actuel, comme ça, sans transition. Et elle l'accompagne de proche en proche vers des souvenirs. Donc est-ce que vous vous souvenez de l'anniversaire de vos 7 ans et l'anniversaire de vos 8 ans? Qu'est-ce qui s'est passé après? Et de proche en proche, elle la ramène avec des souvenirs annuels ou tous les ans, tous les 2-3 ans, elle la ramène, presque en lui prenant la main comme ça, elle la ramène jusqu'au présent. Donc elle crée une boucle, j'ai envie de dire temporelle, entre le souvenir traumatique et le présent. Et l'idée en ICV, c'est d'aller refaire cette boucle
de façon répétée. Souvent, dans une séance, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais en général, on le fait 10, 12 fois, 15 fois. On va reprendre des souvenirs qui peuvent être des souvenirs traumatiques, des souvenirs neutres ou des souvenirs positifs. Et on va retisser comme ça la trame du souvenir en allant chercher l'état du moi dans lequel j'étais dans cette période-là particulière extrêmement douloureuse de ma vie, pour revenir à la période actuelle, jusqu'au présent dans lequel je suis en sécurité, en allant vraiment chercher et en faisant cette boucle de façon itérative, comme si on retissait un peu la trame de la mémoire. Je trouve qu'il y a quelque chose... Je suis un amoureux de Proust et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans cette façon de retisser la mémoire, d'aller chercher les souvenirs et c'est pas à la recherche du temps perdu, c'est le temps retrouvé, c'est comment j'intègre ces souvenirs-là dans une perception beaucoup plus globale de moi-même et finalement les gens disent souvent mais je me sens tellement plus en ligne, tellement plus aligné avec moi-même. Donc ça c'est vraiment une technique formidable et très complémentaire avec le MDR. Donc par exemple ça s'oppose pas du tout, mais dans le cas de traumatismes chroniques répétés ou de moments de vie qui peuvent s'étaler sur des moments différents, c'est vraiment une technique vraiment passionnante. Pardonnez-moi si j'étais un peu long sur cette technique. Non, pas du tout. Et puis je trouve que c'est au-delà du trauma. Moi, je le faisais pas forcément dans le cadre de quelque chose de traumatique, mais plutôt d'une quête plutôt existentielle. Je trouve qu'on voit aussi toute la richesse de ce qu'on a pu vivre globalement, qu'on ait des traumas ou pas d'ailleurs, de tout ce qui a été vécu. Et c'est vraiment assez fascinant en tout cas comme expérience. On voit comment la mémoire se reconstruit parce que un souvenir nous mène, vraiment comme dans la lecture de Proust, un souvenir nous mène à un autre souvenir qui nous mène à un autre souvenir et tout ça s'imbrique avec toutes les émotions qui viennent avec. Et puis, vous parlez de petites fenêtres qui s'ouvrent tout à l'heure, il y a quelque chose de ça. Et c'est vraiment une plongée dans l'esprit. C'est très intéressant que vous disiez, bien sûr, l'ICV a plein d'indications différentes. Il ne faut pas la réduire qu'au traitement vous avez parfaitement raison, des stress post-traumatiques, mais il peut aussi y avoir vraiment un aspect de compréhension intime de son psychisme, de quête existentielle dont on parlait tout à l'heure, bien sûr. Alors c'est vrai que peut-être, on arrive à la fin de ce podcast, parler quand même de la thérapie ACT, qui font partie du champ des thérapies cognito-comportementales, je crois aussi. Oui, alors ça s'intègre, c'est un peu l'une des nombreuses filles des thérapies comportementales et cognitives ou thérapies de troisième vague. L'intérêt des thérapies ACT, ça a été de dire, acceptance and commitment de thérapie, ça a été de dire, il ne faut pas uniquement proposer des outils pour modifier le comportement, modifier les structures cognitives, la façon de penser le réel, mais il faut aussi peut-être remettre du sens dans tout ça. Et au fond, le mouvement, et ce qui va porter la motivation du sujet à pouvoir avancer, c'est de le ramener aussi à des questions existentielles concernant ses valeurs. Et les valeurs, c'est pas la même chose que les objectifs. Les objectifs, on peut les atteindre dans la vie, alors que les valeurs, on les atteint jamais. On les atteint jamais complètement. On est tout le temps en développement pour essayer d'atteindre ces valeurs. Et sans trop rentrer dans les détails, ça a été vraiment un apport considérable aussi. Et moi, je trouve, en tant que psychiatre et que thérapeute, je trouve vraiment des outils passionnants. Et je redis, l'idée, en fait, en faisant ce chemin dans cet ouvrage, en présentant différents... Mais je parle aussi de la psychanalyse, etc. C'est de montrer comment on peut, pour chaque personne, aller construire un programme individuel qui reprennent l'une ou l'autre, ou l'un ou l'autre des différents outils de ces différentes approches thérapeutiques pour construire un programme sur mesure et puis pour donner de l'espoir à des personnes qui parfois sont vraiment dans des situations difficiles, ont l'impression que rien ne peut être fait. Le livre, il sert à ça. C'est vraiment un livre pour redonner de l'espoir et pour dire la révolution des thérapies. Vraiment, aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire, c'est quand même, il y a eu des progrès considérables. Oui, puis vous posez cette grande question de dire on est passé de thérapies du pourquoi et qui ont aussi leur utilité, freudienne, lacanienne, etc., aux thérapies du comment. Est-ce qu'on peut maintenant aller vers la guérison et autre chose ? Oui, absolument. Moi, je crois à cette idée de guérison. Je crois qu'il faut, en médecine, être ambitieux. C'est probablement que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, je redis, je repense au début de mon exercice, quand j'étais jeune interne, etc., je vois la façon dont on a pu progresser. Alors, on n'est pas au bout du chemin. Il y a encore énormément de chemin à parcourir. Il faut rester modeste. Mais je trouve qu'il y a quand même un chemin considérable qui s'est fait et que l'ambition thérapeutique, la façon qu'on a aujourd'hui d'aborder les choses, qui n'est pas juste une amélioration symptomatique, mais vraiment une rémission fonctionnelle, que les gens aillent bien et que ce soit durable, et approcher cette notion de guérison, moi, me semble, en tout cas de rétablissement, me semble fondamentale.
Et on n'a pas reparlé, parce que vous en reparlez évidemment dans le livre, de toute la prévention sur la méditation, le yoga, le sport, une alimentation saine, qui paraissent toujours un peu des poncifs qu'on redit à longueur de podcasts ou d'émissions ou de livres. On en avait beaucoup parlé dans l'émission précédente, mais qui sont évidemment essentiels pour ne pas aussi en arriver là, c'est-à-dire développer tout ça. Absolument, qui sont fondamentaux et qui devraient être plus intégrés au fond dans... on fait la prévention pour les adolescents ou pour les enfants, on vérifie les dents, on vérifie les yeux, on vérifie la lecture, etc. Je pense qu'il y a encore vraiment des outils à développer en termes de prévention. On va pas en parler là, c'est pas l'objet, mais regardez les addictions, les consommations d'alcool, etc. On a encore vraiment beaucoup de chemin à faire, oui. C'est sûr. Alors en conclusion, pourquoi ce message qui finalement résume tout dont on a parlé au début et qui au début de votre livre, on y revient, aime et vit, c'est là finalement le message essentiel pour vous ? C'est là le message essentiel parce que si on utilise le terme fort de guérison, au fond, guérir pourquoi ? C'est pas guérir juste pour aller bien, c'est guérir pour vivre ce qu'on a à vivre. Et donc, au fond, la finalité d'une thérapie comme la finalité d'un soin, c'est pouvoir réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau à réaliser que de vivre et d'aimer ? Je vous pose la question. Eh ben, je ne sais pas quoi répondre parce que je crois que l'essentiel est là, moi aussi. Et je crois qu'on est vraiment venu faire cette expérimentation. Après, on a beaucoup d'empêchements à aimer et à s'aimer, à aimer l'autre et à se laisser aimer. Et donc, c'est tout un chemin à parcourir pour découvrir comment est-ce qu'on peut effectivement aller là. Oui, et c'est en ce sens que la lecture, indépendamment de la lecture d'ouvrages sur les thérapies, je pense vraiment la littérature au sens large et la philosophie, et pas que celle de Nietzsche, parce que quand même il y a des choses aussi magnifiques chez Spinoza et chez tant d'autres. Oui, j'allais dire. Mais au fond, je redis, ce sont les premiers thérapeutes, même les stoïciens, Sénèque, c'est les premiers grands psychothérapeutes de l'histoire de l'humanité. Moi, je milite pour la réunion de la philosophie et de la psychiatrie, oui. Et c'est ce que vous faites admirablement. Donc, merci infiniment vraiment pour ça. Et puis, le titre de votre nouveau livre, votre dernier livre aussi le montre, avec un titre peut-être justement un peu plus philosophe, « Guérir nos âmes blessées », la révolution des thérapies qui est paru aux éditions Marabout, avec vraiment cette idée de remettre l'humain au cœur du système, encore et toujours, l'écouter pour le comprendre, surtout pour lui proposer des outils sur mesure. Voilà ce qui est au cœur de ce dernier ouvrage passionnant. Merci infiniment, David Gourion, d'être revenu faire un tour dans Métamorphose. Merci à vous, merci vraiment. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Podcast Addict et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.